Est-ce que je peux vous demander de vous asseoir, s'il vous plaît? En silence, on va recommencer donc la deuxième partie de cet atelier sur le recours à la force et les opérations de police avec des héros et même des super-héros. Et j'ai donc l'honneur et le grand plaisir de vous présenter donc Jacobo Rios Rodriguez, qui va évoquer à la fois les figures légendaires de James Bond, un peu moins légendaire mais quand même très connu de Jack Bauer, et la figure mythique d'OSS 117, l'agent secret français, qui est certainement le plus drôle d'entre tous. Donc la fin de l'après-midi se déroulera comme suit. Nous aurons donc cet exposé de monsieur Jacobo Rios Rodriguez, qui est maître de conférence à l'université de Perpignan. Ensuite, pendant 1 heure, nous aurons l'occasion de débattre des différentes questions et problèmes juridiques soulevés par les 3 exposés. Et vers 17h30, nous aurons également le plaisir d'organiser ou d'inviter des participants à une table ronde qui évoqueront les souvenirs liés à la création et à l'évolution du Centre de droit international. Mais donc, sans plus tarder, je passe la parole à monsieur Rios Rodriguez. Merci Madame la Présidente. Je souhaiterais tout d'abord remercier les professeurs Olivier Corten, François Dubuisson et Anne Lagerval pour m'avoir invité avec toute leur équipe du Centre de droit international et Benjamin Lachterman pour les aspects techniques, les aspects vidéo, pour m'avoir invité à venir vous parler des COCO7, Jack Bauer et OSS 117. Il s'agit des 3 agents secrets, des 3 agents du Royaume-Uni tout d'abord, MI6, des États-Unis, CTU, cellule antiterroriste pour Jack Bauer, et de la France, service de la documentation extérieure du contre-espionnage. Les 3 agents se livrent donc à une activité de renseignement, à une activité d'espionnage, parfois sur les territoires de leur propre État, comme Jack Bauer souvent, mais également sur les territoires des États étrangers, ce qui est souvent le cas pour COCO7 et OSS 117. Ces 3 agents secrets, c'est ça mon point de départ, incarnent leur État. On peut donc établir un lien d'imputabilité entre leur action et l'action publique de leur État. Et je vais me fonder sur ce lien d'imputabilité pour constater qu'il y a souvent des violations du droit international, que ce soit des violations des droits des États ou des violations des droits de l'homme qui sont commises par ces 3 agents. Ensuite, je me démontrerai dans une 4e partie quelle est l'emprise que la fiction peut avoir sur les réels. Autrement dit, jusqu'à quel point il ne s'agit que de films. Bond. James Bond. I'm Federal Agent Jack Bauer, and today is the longest day of my life. Bon, je suis certes agent secret, mais je n'en suis pas moins français. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind. Bien, donc après cette petite présentation, je vais commencer dans une première partie sur la question du lien d'imputabilité entre ces 3 agents et leur État. Et il faut partir d'un postulat, c'est que l'espionnage n'est pas interdit par le droit international. L'espionnage est licite en appliquant l'arrêt de la Cour permanente de justice internationale du Lotus 1927, selon lequel tout ce qui n'est pas interdit est permis par le droit international. Et l'espionnage est licite dès lors qu'il n'y a pas de violation des règles conventionnelles ou coutumières internationales. Ces 3 agents publics vont donc pouvoir être en mesure d'engager la responsabilité de leur État, sur la base notamment de l'article 8 du projet de la Commission des droits internationaux sur la responsabilité internationale des États. Il est vrai que Jack Bauer n'agit pas toujours avec l'aval de son gouvernement. Parfois, il désobéit pour faire ce qui est juste. Mais il est vrai également qu'étant donné que c'est un agent de la cellule antiterroriste, il a un devoir de surveillance spéciale de son gouvernement pour ne pas s'engager sa responsabilité. Pour sa part, COCO7, il est bien connu qu'il agit au service de sa majesté, au service des intérêts de son État, au service du Royaume-Uni. Et à la différence de Jack Bauer, qui va demander souvent une dérogation aux règles dans une Amérique post-11 septembre, une dérogation aux règles pour justifier la lutte contre le terrorisme,
007 ne va jamais demander des dérogations aux règles, il n'en a pas besoin, parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a que l'obéissance aux ordres du Royaume-Uni. Il n'y a donc que l'exécution des ordres du Royaume-Uni. Donc on va voir les liens d'imputabilité et comment l'action de l'État se confond avec l'action de leurs agents dans la vidéo qui suit. Que savez-vous exactement sur Elliot Carver 007? Mania des médias mondiaux, capable de faire tomber des gouvernements par une simple émission. Carver possède justement tout mon rang. Je ne voulais pas l'évoquer en présence du ministre, mais ce mystérieux signal est parti d'un des satellites de Carver. Le Premier ministre me scalperait s'il savait que nous enquêtons sur Carver. Je vous envoie à Hambourg 007. Nous vous avons fait inviter ce soir à la grande réception du club des médias de Carver. Ils vont fêter le lancement d'un nouveau satellite, parce que désormais il est à même de toucher tout être humain sur la planète. Sauf les Chinois, qui lui refusent d'émettre sur leur canot. James, votre billet, votre couverture et la réservation de votre voiture de location. Signez ici, je vous prie. J'ai appris que vous aviez eu une liaison avec la femme de Carver, Paris. Ça remonte à Mathusalem. Bien avant qu'elle soit mariée. Mais que ce fût de notoriété publique, je l'ignorais. Pour la reine et la patrie, James. Vous aurez pour mission de découvrir si Carver ou quelqu'un de son organisation a détourné ce bâtiment et pour... On voit donc très clairement qu'on lui confie une mission, qu'il y a l'accord des plus hautes instances du gouvernement et qu'il va donc représenter le Royaume-Uni dans l'exécution de la mission. Il ne se pose pas trop de questions, mis à part ces histoires personnelles avec certaines des personnes impliquées. Et pour sa part, OSS 117 a encore une approche différente. Parce que OSS 117, c'est la France. C'est la France des années 1950, 1960. Une France encore colonialiste, qui ne se remet pas en cause. Et on le voit à tout moment des films, notamment des deux derniers films que j'ai analysés, donc Les cœurs ni d'espions et Rien ne répond plus. Par exemple, dans Les cœurs ni d'espions, on lui dit « Vous êtes très, très français ». Il répond bien évidemment « Merci ». Et dans Rien ne répond plus, comme on l'a vu au tout début, il dit qu'il est certes agent secret, mais il n'en est pas moins français. Donc il partage, il défend, il explique l'action française à l'extérieur de manière tout à fait décomplexée et même pédagogique. Parfois, il croit dans les biens fondés de l'action extérieure, à la différence de l'action extérieure de la France, à la différence notamment des 007, qui ne se posent pas des questions. La conséquence de cette triple incarnation concerne à la fois des différences entre les agents et des ressemblances. Là où OSS 117 intériorise les ordres et les règles, là où 007 ne contexte pas l'action de son État, Jack Bauer, en revanche, dans 24 heures chrono, va devoir faire face à un dilemme. C'est le dilemme entre la sécurité et la liberté. Et surtout, ce dilemme va être répondu par un paradoxe. Il va protéger l'état des droits sans les droits. En ce qui concerne en revanche les ressemblances entre les trois agents, entre les trois actions étatiques, on voit que dans les trois cas, OSS 117, 007 et Jack Bauer, il n'y a que l'État, que ces trois États. L'ONU est impuissante ou inexistante. Les Nations Unies, on le voit par exemple dans les téléfilms Redemption, des 24 heures chrono, qui intervient juste avant le premier épisode de la saison 7. Dans ce téléfilm, il y a des soldats qui attaquent une école et un casque bleu montre la teneur de la participation des Nations Unies. Il affirme que les Nations Unies sont neutres. Autrement dit, on ne peut rien faire. L'impuissance des Nations Unies. Dans le film de 007, Vivre et laisser mourir, on voit également cette impuissance, voire pire. On se met au service des mauvaises causes, car dans ces films, l'ONU devient une tribune mondiale pour les dictateurs. Donc, exceptionnellement, comme on n'a que les États, on n'a pas des Nations Unies ni d'organisations internationales, exceptionnellement, il y a également la collaboration entre les États. Je ne parle pas ici des conférences internationales pour la paix, des réunions de très haut niveau entre les plus hautes instances gouvernementales. Je parle ici d'une collaboration qui n'est pas publique, une collaboration qui est secrète. C'est la collaboration entre les agents secrets, la collaboration entre les services de renseignement des différents États. Donc, ça, on peut le voir dans 007, dans certains films dans lesquels le Royaume-Uni collabore, collaboration improbable, avec la Corée du Nord, comme Meurt un autre jour, ou avec la Chine, dont Des mains ne meurent jamais. Donc, collaboration entre espions. Mais on le voit de manière également très représentative dans OSS 117, dans deux extraits, concernant la collaboration avec la CIA et avec le Mossad. Donc, on va le voir dans ces deux extraits. Tu vas mourir.
Mon Dieu, Bill Tremendous. Ce vieux Bill. en plein dans le dos. T'avoue ça. Alors, mon vieux Hubert, on a des soucis avec des Chinois. Pas le moins du monde. Il aura fait une erreur sur la personne, voilà tout. N'oublions pas que de son point de vue, nous nous ressemblons tous. You got a point there, motherfucker. Et toi alors, mon vieux Bill? La CIA s'intéresse à l'Amérique du Sud maintenant? Ah, sacré Hubert. Toujours le mot pour rire. What a jerk. You stupid son of a bitch. Bien. Dans cet extrait, on voit dans cette collaboration entre les services de renseignement français et américains, on voit également la maîtrise des langues internationales par OSS 117. C'est un point nécessaire, tout internationaliste. On va voir également une autre collaboration dans l'extrait suivant avec un autre service secret. Excusez ces manières un peu cavalières, mais nous tenions à vous parler tranquillement, double 17. En réalité, on dit 117. Et en plus, moi, je vous dis ça, mais moi, c'est Flantier. Monsieur Flantier. Bonjour, je suis le colonel Staman. Voici le colonel Kuttner. Enchanté. Noël Flantier. Je fais un reportage sur le Brésil pour un journal du soir. Je vous en prie. Nous savons qui vous êtes, et nous savons aussi ce que vous faites au Brésil, double 117. Juste 117. Nous sommes à la recherche du même homme. J'écoute. Le professeur von Zimmel. J'écoute. Allons droit au but. Êtes-vous prêt à faire équipe avec le Mossad? J'écoute. Non, c'est nous qui vous écoutons. Êtes-vous disposé à travailler avec le Mossad? Le Mossad, les services secrets israéliens. Dame, rechercher un nazi avec des juifs? Quelle drôle d'idée. Bien. Donc, on voit donc la collaboration étatique, parce qu'on n'a que l'État, étant donné qu'on n'a pas d'organisation, les États doivent parfois se mettre d'accord. On le voit à travers cette triple incarnation. Parce qu'en effet, les États et les agents secrets en question doivent lutter contre des phénomènes terribles. Ils doivent faire face au trafic de stupéfiants, au trafic des diamants. Ils s'évitent souvent la Troisième Guerre mondiale et ils subissent également parfois la violation des coutumes internationales les plus anciennes, comme par exemple la piraterie. On le voit avec un extrait concernant la piraterie aérienne. Dolores, ça fait un petit moment que je vous écoute. On ne monte plus. A tué mon père à tac. Il va mourir. Hubert, qu'est-ce qu'il vous veut? Ma foi, je l'ignore, je ne le connais pas. Cet avion sera son cercueil. Où est les 117? Fermé. Et à clé en plus. Avec les compliments de Matsuri. Donc, on voit ici, dans cet exemple, qu'il y a des fois des crimes, des délits, et même des menaces parfois à la paix, à la sécurité internationale, qui ont besoin d'inaction rapide, d'inaction qui viole parfois les droits internationaux. Et c'est ça mon second point, la question de la violation notamment des droits des États, dans un premier temps. Cette violation, elle va se fonder sur des raisons diverses, mais il s'agira souvent de la raison d'État ou de la raison morale. En effet, on va trouver ici les dilemmes de l'Antigone de Sophocle, la loi du sang ou la raison d'État. Jacques Bauer, pour sa part, agit avec une certaine méfiance institutionnelle. Il agit en recherchant la vérité, en recherchant la justice. Il agit par intuition morale, non pas sur la base du droit. Et par conséquent, il applique une sorte de principe de nécessité. Il se permet de faire ce que les règles ne lui permettent pas toujours de faire. Les exemples sont multiples, donc je vais juste citer quelques illustrations. De nombreuses infiltrations dans des pays étrangers,
comme si les principes d'intégrité territoriale consacrés par la charte n'existent pas. Une tentative, je dis juste tentative, d'application de la légitime défense qui n'a jamais été exécutée finalement, mais dans la saison 2, les présidents américains s'apprêtent à bombarder 3 pays du Moyen-Orient sur la base de leur éventuelle participation à une attaque sur le territoire américain. Et cette participation des 3 pays se fonde sur un enregistrement audio dont on n'est pas sûr de l'authenticité. Pourtant, on s'apprête à appliquer la légitime défense. Ce n'est qu'à la dernière minute que l'attaque est annulée. Cela aurait été sans doute une violation de l'article 2, paragraphe 4, voire même une mauvaise application de l'article 51 de la Charte. Tout comme dans la saison 8, la dernière, on trouve à la fois une tentative et une exécution d'une violation des droits des États, car Jacques Bauer s'infiltre également dans les sièges de l'ONU, comme si les privilèges relatifs à ces sièges n'existaient pas, comme si la convention signée avec les États-Unis de 1946 n'existait pas. Et il viole donc les sièges de l'ONU et il tente, à un moment donné, il envisage d'assassiner les présidents russes. Mais finalement, cette violation du droit diplomatique n'est pas exécutée. Donc, on voit qu'à chaque fois, dans l'action de Jacques Bauer, dans la vision des 24 heures chrono, on trouve notamment des violations qui sont justifiées. Des violations des droits des États qui sont justifiées par une sorte de justnaturalisme quantitatif. Autrement dit, la violation du droit international est nécessaire parce qu'elle va empêcher des victimes. La violation empêche les victimes, cause moins de victimes que le respect du droit. Si on respecte les droits, on aura un nombre de victimes supérieur, peu importe parfois la qualité des victimes. Donc, ensuite, on peut également parler des 007 et de la violation des droits des États. Alors que Jacques Bauer agit de manière juste naturaliste, 007 James Bond agit avec tout le réalisme de la raison d'État. Et c'est la raison d'un État westphalien, d'un État qui contrôle totalement, de manière exclusive, la qualification des menaces à la paix et à la sécurité internationale, comme si l'article 39 de la Charte n'existait pas, comme si le Conseil de sécurité n'avait pas son mot à dire sur la question, et d'un Royaume-Uni également qui garde le monopole de la sanction en cas de menaces à la paix et à la sécurité internationale. Donc, la violation, ici, les violations des droits des États sont flagrantes. J'ai sélectionné un extrait concernant les droits diplomatiques, un extrait dans lequel on va voir la double violation des articles 22 et 29 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, dans lequel on consacre à l'inviolabilité des locaux de l'ambassade et du personnel diplomatique. Donc on va voir ça. Donc Casino Royal. J'ai l'impression que dans les regards des 007, on voit en effet tout ce réalisme, un réalisme qui n'est cependant pas applicable à OSS 117. OSS 117, même si on n'a pas forcément l'impression d'emblée, agit de manière idéaliste. Il représente une France qui souhaite exporter des valeurs, dans une conception idéaliste, mais des valeurs qui sont cependant très lointaines, des valeurs de Wilson, de la société des nations, qui sont des valeurs plutôt franco-françaises, on va dire, qui sont donc considérées comme étant les meilleures et comme devant être exportées pour les biens de la société internationale.
Donc, on va voir ça ici dans la conception qu'on a déjà de la mission, telle qu'on lui demande d'agir dans l'une de ses missions. Nous avons besoin de vous sur place, d'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman. Arabo-musulman. Cherchez ce qu'avait découvert Jefferson et trouvez-moi qui l'a tué. Comptez sur moi. Profitez-en pour me calmer tout ce petit monde, hein? Américains, soviétiques, anglais. Conforter les positions de la France, instaurer la paix en Égypte. Bien sûr. Enfin, sécuriser le Proche-Orient. Pas de problème. Donc, comme vous le voyez, OSS 117, il n'a pas le même dilemme que Jacques Bauer. Il agit de manière très, très différente également, parce que Jacques Bauer cherche ce qui est juste, alors que OSS 117 l'a déjà trouvé. C'est l'action de la France qui est juste, quelle qu'elle soit. Il est prêt donc à l'expliquer. Vous voyez, vous allez voir qu'il peut même déterminer individuellement ce qui est bon pour la France, et implicitement, ce qui est bon pour la France, c'est bon pour la société internationale. Je vous jure, Armand, jamais. Après tout, si vous êtes heureux comme ça... Mais je n'ai jamais fait cela, Mademoiselle. Monsieur? Merci, mademoiselle. À votre service, monsieur. Après tout, vous avez fait avec ce kiki ce que vous jugiez bon pour la France. Donc, on voit que ces multiples violations qu'on peut trouver des droits des États sont justifiées parfois ou parfois non. Mais en tout cas, lorsqu'elles sont justifiées de la même manière qu'on justifie les violations des droits de l'homme. Ça, c'est mon troisième point, les violations des droits de l'homme. Et ici, je pense que les exemples sont tellement nombreux. Tout le monde qui a vu certains de ces films peut trouver des exemples. Mais on va commencer par 24 heures chrono, par Jacques Bauer. Jacques Bauer, qui, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas compté, ou qui n'ont pas cherché des statistiques, a commis 267 meurtres dans les 8 saisons de 24 heures, sachant que chaque saison, c'est une journée, ce qui veut dire 32 assassinats et quelques par jour, en moyenne pour Jacques Bauer. Jacques Bauer également, qui méconnaît souvent la Convention contre la torture de 1984. Une méconnaissance d'ailleurs qui peut surprendre, parce que c'est contraire à certains textes américains de l'époque, des années 2000, comme les field manuals, dans lesquels on trouve la définition des techniques d'interrogatoire, dans laquelle on condamne la torture comme étant d'un côté illégal, c'est pas le plus important, surtout inefficace, parce qu'on peut obtenir des faux aveux également. Mais peut-être que ces violations ou ces liens entre Jacques Bauer et la torture, il est possible de les voir surtout dans une enquête du Sénat américain, dans la saison 7, car Jacques Bauer, attention, ne va pas justifier la légalité de ces actes. Il ne va pas chercher à expliquer que ce qu'il a fait est légal à l'égard du droit positif. Il va uniquement, à la différence de certains responsables de l'administration américaine de l'époque, il va uniquement parler de sa nécessité. Il est donc conscient qu'il s'agit d'une technique illégale, la torture, mais il est conscient également que c'est la seule manière de parvenir à la vérité et à la justice. Donc on va s'affranchir du droit pour parvenir à ce qui est juste. Avez-vous torturé monsieur Haddad? Si l'on se réfère à la définition donnée par la Convention de Genève, oui, je l'ai fait. Monsieur le sénateur, ne perdez pas votre temps. Il est évident que votre objectif est de discréditer la cellule antiterroriste, aux fins de procéder à des mises en accusation. Mon seul objectif est de découvrir la vérité. Je ne le crois pas, monsieur. Je vous demande pardon? Ibrahim Haddad avait pris pour cible un bus à bord duquel se trouvaient 45 personnes, dont 10 enfants. La vérité, monsieur le sénateur, c'est que j'ai empêché que cet attentat soit perpétré. En torturant monsieur Haddad? En faisant ce qui me semblait nécessaire pour sauver des innocents. Si je comprends bien ce que vous voulez dire, monsieur Bauer, c'est que la fin justifie les moyens et que vous vous placez au-dessus des lois. Si je suis amené à prendre des décisions face à une situation, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est d'atteindre l'objectif de ma mission, quoi qu'il arrive. Même si cela implique d'enfreindre la loi. Est-ce que je suis au-dessus des lois? Non, monsieur. Je me soumets sans hésitation au jugement des citoyens que vous prétendez représenter. C'est à eux de décider du prix que je dois payer. Mais je vous en prie, arrêtez de me regarder avec cet air suffisant en espérant que j'avoue regretter les décisions que j'ai prises. Parce que très sincèrement, je n'ai aucun regret. Donc, il n'a aucun regret, tout comme C007 n'a pas de regret non plus, notamment dans les mêmes types de violations des droits de l'homme qu'il commet, surtout les droits à la vie. Quelque chose qui est une violation qui est exécutée de manière beaucoup plus froide, sans interrogation, et en vertu des pouvoirs conférés par la mission qui lui est donnée par son État, par ses supérieurs hiérarchiques.
Il fait cela dans le cadre du permis de tuer, sur lequel je reviendrai dans une quatrième partie plus tard. Dans OSS 117, dans ces deux films des années 2000, en revanche, on n'a pas vraiment des violations des droits de l'homme trop flagrantes. Il fait preuve souvent d'un certain humanisme, à vrai dire. Ces violations sont donc plus subtiles, il fait plutôt dans les politiquement incorrects, comme on va le voir dans certains exemples concernant notamment la violation des coutumes locales. Local, ça veut dire pas français, on va le voir ici. Mais il va la fermer sa gueule! Excusez-moi. Excusez-moi. Oh! Entendez ou pas, s'il vous plaît? C'est pas possible. Le micro là, c'est vraiment. Donnez-moi ce micro. Ça ne fait pas l'enfant. Donnez-moi ce micro là. Oui, donc quelques coutumes locales qui sont violées, tout comme parfois il n'a pas l'air de connaître l'évolution progressive dans la reconnaissance du principe de non-discrimination raciale, si tant est qu'il soit consacré au moment des faits, car il semble de temps en temps le laisser un peu de côté, comme on le voit ici. Excusez-moi, je... Ah! En Suisse! Le ski! Ah, Gstaad! C'est mon accent qui vous fait rire! Mais non, pas du tout. Vous êtes raciste! Mais non, mais je vous jure que non. J'ai même longtemps vécu en Cochinchine. Donc peut-être qu'on pourrait ajouter, mais là je veux juste l'expliquer, quelques violations des droits des femmes ou de la parité, on va dire, parce que normalement, on lui dit normalement dans l'un des films que la France est un symbole de liberté, et il répond disant qu'il est ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Je ne vois pas les liens directs entre les deux choses, mais en effet, les droits des femmes, il n'a pas l'air de bien connaître. Mais est-ce que ce n'est que de la fiction? Est-ce que tout ce que je raconte, c'est juste des extraits plus ou moins comiques, parfois très philosophiques? Jacques Bauer, curieusement, c'est le plus philosophique de tous. Ou est-ce qu'il y a une partie de vérité dans tout cela? C'est ce que je vais voir dans la quatrième partie, les liens entre la fiction et la réalité. Et ici, il faut établir d'emblée une double possibilité. Soit c'est d'abord la réalité, puis la fiction qui la reprend, dans la plupart des cas, discrètement, soit c'est parfois la fiction qui exerce une influence prospective sur la réalité. Ce sont les cas les plus importants. Donc, dans les films des 007, je trouvais un parallélisme très important avec la réalité, mais peu exploité, peu connu. Et c'est notamment les liens assez clairs, hein, à mes yeux, qui peut être établi entre l'affaire du détroit de Corfou, Cour internationale de justice 1949, et le film Rien que pour vos yeux. Dans ces films, on voit un sous-marin britannique qui viole la souveraineté territoriale de l'Albanie, qui est coulé à cause d'une mine, et bien, toutes les questions qui vont avec. Je pense que je n'ai pas besoin de rappeler les faits de l'affaire des Trois de Corfou, mais on voit qu'il y a également un lien très important ici. Et c'est un lien discret. Mais on voit surtout dans les liens fiction-réalité dans James Bond, moi je m'interrogerai surtout sur le permis de tuer. Parce que le permis de tuer fait partie de l'imaginaire de 007. Le permis de tuer qui est accordé aux agents 00, y compris donc James Bond 007. Et le permis de tuer n'est pas forcément une fiction, en tout cas pas si on se fonde sur les textes britanniques. Et je parle ici de la section 7 de l'Intelligence Service Act, adopté en 1994, un texte qui est actuellement en vigueur. Dans ce texte, on parle de l'extension des responsabilités des agents britanniques lorsqu'il s'agit en dehors du territoire du Royaume-Uni, et ils peuvent donc ne pas avoir à répondre de leurs actes. On enlève les caractères illicites de leurs actes. On ne donne pas une liste d'actes qui rentreraient dans les champs d'application de ces textes. Et on peut imaginer que tous les meurtres commis à l'étranger pouvaient bénéficier de cette extension et bénéficier donc d'un permis de tuer, en effet. C'est la raison d'État poussée à l'extrême de manière réaliste. Dans OSS 117, on voit également beaucoup de liens entre la fiction et la réalité, parfois des liens qui n'ont pas été prévus, comme le fait que OSS 117, dans les films de 2006, va avoir pour mission de sécuriser le Proche-Orient juste quelques années avant le printemps arabe.
ou même peut-être les plus grands parallélismes, c'est l'action d'OSS 117, lorsqu'il s'apprête à arrêter quelqu'un qui est sur le territoire d'un État étranger, sans demander le consentement de l'État étranger, c'est le Brésil ici, et qui nous rappelle sans doute l'affaire Haïtien. Adieu, OSS 117. Ça se fait, Van Zimmel! Au nom de la France, je vous demande de me remettre les microfilms. Et au nom de l'Israël, je vous demande de nous suivre. Donc, vous le voyez, c'est parfois la fiction qui reprend la réalité, mais des fois, c'est la fiction qui va exercer une influence sur la réalité. Et ici, parmi les multiples exemples, je prends surtout Jack Bauer. Jack Bauer, l'agent donc de la cellule antiterroriste, qui nous fournit des exemples, un nombre tellement important qu'il faut même raccourcir. Je parle par exemple de l'influence des méthodes de torture employées dans 24 heures chrono sur les méthodes de torture employées à Guantanamo ou dans certaines prisons irakiennes comme Abu Ghraib. Cette influence a été reconnue par des officiers américains. Donc, autrement dit, ça s'est passé très simplement, on regardait 24 heures à la télé, plus tard on appliquait les méthodes d'interrogatoire, torture, qui étaient développées à l'écran, d'après les aveux de certains officiers américains. Les influences se poursuivent. Si je cite les slogans habituels de Jack Bauer, c'est-à-dire, comme on l'a vu au début, « Je m'appelle Jack Bauer et aujourd'hui c'est la journée la plus longue de ma vie ». On ne peut pas s'empêcher de ne pas parler du meurtre illégal de Ben Laden sans l'accord du territoire du Pakistan en tant qu'État territorialement compétent, car Obama a dit, après l'opération, que c'était les 40 minutes les plus longues de sa vie, également. Et on peut également parler d'une influence juridique. Ce n'est pas qu'une influence dans la violation. C'est par exemple le fait qu'à l'université de Georgetown, on donne un cours qui s'appelle « Les droits des 24 heures ». Donc les droits des 24 heures, je ne sais pas quel est le droit ou les violations des droits plutôt, mais c'est ce qu'on enseignait à l'université de Georgetown à partir de 2007. Donc on pouvait penser que ça reste loin, que tout a changé, on pouvait penser que c'est l'Amérique, que c'est les États-Unis, mais je peux aussi citer la Cour européenne des droits de l'homme. Donc la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt Gavgen contre Allemagne, l'arrêt de 2010 notamment, dans lequel des preuves extorquées par la torture n'ont pas invalidé entièrement le procès. Il est vrai qu'on est revenu sur la première décision et on a considéré que c'était une atteinte à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce n'est pas pour autant que ça portait atteinte au procès équitable. Ce n'est pas pour autant qu'on a remis en cause la condamnation obtenue sur des preuves extorquées par la voie de la torture. Mais il me semble que les temps pressent, donc il va falloir finir. Donc je passe à la conclusion. Et dans ma conclusion, je souhaiterais dire qu'il y a 3 visions du droit international ici. 3 approches, mais surtout 3 approches de la violation du droit international. La violation juste naturaliste, Jack Bauer, 24 heures chrono. La violation réaliste, 007. Et une certaine violation idéaliste, OSS 117. On se fonde à la fois sur des causes ou d'intérêts supérieurs, sur des éléments à protéger, des valeurs qui en réalité ne sont pas exportables aux autres États. On voit une place essentielle du droit international public dans ces films et séries télé, mais ce qui est paradoxal, c'est que la place du droit international est d'autant plus importante qu'il apparaît lorsqu'on l'oublie, ou qu'il est encore plus importante d'autant que la violation est d'autant plus flagrante également. Donc, ce sont donc 3 approches poussées à l'extrême du droit international, 3 approches qui, à mon avis, ne font que souligner l'absence d'un héros, je ne sais pas si d'un super-héros, mais en tout cas d'un héros, d'un personnage de 4e génération qui pourrait incarner une approche critique du droit international. Il me semble que pour ce personnage, peu importe sa nationalité, mais je vais proposer pourquoi pas que ce soit un juriste internationaliste qui l'incarne, si jamais l'idée venait à voir le jour. Donc je ne sais pas s'il y a des réalisateurs ou des producteurs de cinéma dans la salle, mais s'il y en a, je veux bien proposer ma candidature pour jouer le rôle. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ces 3 exposés.